Voilà. Alors, donc ce soir, je vais vous partager, comment dire, le dépistage, enfin voilà, des informations sur le dépistage des troubles des conduites alimentaires. Alors, effectivement, j'ai repris l'ensemble, les grands troubles des conduites alimentaires. Voilà, forcément, ça sera un peu rapide puisque ça reste un flash info. Mais n'hésitez pas après à poser des questions s'il y a des choses que vous souhaitez préciser ou qu'on reprenne ensemble. Alors, hop, je vais partager mon écran. Hop, toc, toc, toc. Et voilà. Hop, voilà. C'est bon, Laura, juste? Juste si tu peux mettre en grand écran, ça sera parfait, Cécile. Eh bien, je suis déjà en... Alors, attends, Super. comme Non, ça, non, c'est non, c'est non, mieux c'est comme très bien. Je ça? pense que c'était Ok. le temps Le temps que ça... Ouais, il y a un petit Ouais, super. décalage. Ok, Merci. super. Alors déjà, il fallait reprendre, enfin moi je trouvais important qu'on reprenne qu'est-ce qu'on appelle finalement trouble des conduites alimentaires, puisque ça correspond à un certain nombre de critères et notamment à certaines définitions. Donc, les troubles des conduites alimentaires se caractérisent donc par des perturbations graves du comportement alimentaire. C'est vraiment ça qui va faire la différence avec on va dire, avec d'autres caractéristiques. Donc, c'est des conduites différentes de celles habituellement adoptées par les personnes. Et bien sûr, on compare toujours dans l'environnement. Et surtout, ce qui est très important, pourquoi on parle de troubles des conduites alimentaires, c'est parce que c'est souvent associé à une souffrance psychique et ou somatique. Alors, contrairement aux troubles qui sont liés à l'alimentation, par exemple les allergies alimentaires, finalement, dans les troubles des conduites alimentaires, ce ne sont pas tellement les aliments en soi qui sont problématiques, mais c'est plus l'ensemble des conduites qui vont devenir envahissantes vis-à-vis de l'alimentation et on va retrouver en fait avec l'image du corps et aussi le poids. Les troubles des conduites alimentaires, je ne vous apprends pas grand-chose, que ça peut être très complexe et sévère, et ça affecte généralement l'ensemble des différentes sphères de la vie de l'individu qui en souffre. C'est pour ça que, d'ailleurs, on a élargi, avant on parlait de troubles du comportement alimentaire, et on a élargi de façon un petit peu plus large du coup, sur l'ensemble des différentes sphères, hein. Les TCA sont évolutifs dans le temps et on les a classifiés dans les maladies chroniques. Ils touchent évidemment tous les âges, mais se retrouvent vraiment sous des formes différentes du nourrisson ou de la personne âgée. Et d'ailleurs, on ne va pas diagnostiquer ou en tout cas poser le même diagnostic sur une anorexie du nourrisson, puisqu'on ne va pas parler d'anorexie mentale dans le cas du nourrisson, bien évidemment, ou par exemple de la personne âgée. Ce ne sont plus, enfin, c'est très rarement, j'ai envie de vous dire, des anorexies de la personne âgée, mais plutôt des anorexies réactionnelles en lien avec d'autres facteurs comme la dénutrition, l'âge, etc. Quand on parle de TCA, généralement, ça se situe entre 15 et 35 ans. Alors, on peut faire la distinction, je vous ai fait une petite remarque, entre un TCA qui va correspondre à l'ensemble des critères diagnostiques du DSM-5. Donc le DSM, vous savez, c'est le manuel diagnostique, notamment pour les maladies mentales. C'est là où on va retrouver tous les critères qui nous aident à poser, enfin qui aident les psychiatres ou les médecins à poser un diagnostic. Et donc, c'est diagnostiqué voilà, par un médecin. Ou alors un trouble alimentaire qui va répondre à certains critères, mais pas forcément à l'ensemble. Et donc, un diagnostic ne peut pas être posé en soi. Et dans ces cas-là, on va parler d'un trouble subclinique ou de TCA atypique ou encore, un terme que vous allez probablement entendre, alimentation troublée. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas de problématique alimentaire, ça veut juste dire qu'il manque peut-être certains critères pour poser le diagnostic, entre guillemets. Alors, je vous ai remis quand même quelques chiffres. Il faut savoir qu'il y a à peu près 900 000 personnes qui sont concernées par les troubles des conduites alimentaires en France, que l'anorexie, elle touche environ 230 000 femmes en France de 15 à 45 ans. Alors,
toujours une prédominance féminine, mais l'anorexie mentale chez l'homme existe et est souvent d'ailleurs plus grave. La boulimie, c'est environ. La boulimie, quand on parle de boulimie, moi j'entends boulimie avec conduite compensatoire ou conduite de purge. Donc on va environ 220 000 femmes en France. L'hyperphagie boulimique, on estime à environ 3 millions de personnes, ce qui représente. Alors, c'est une notion qui est arrivée assez récemment, l'hyperphagie boulimique. Donc, pour le moment, c'est encore, à mon avis, mal diagnostiqué. Donc, voilà, on aura, à mon avis, plus de chiffres précis dans les années à venir. Alors, je vous ai repris au départ l'anorexie mentale. Après, enfin, je pense que vous connaissez déjà un petit peu. Je vous ai remis vraiment les définitions cliniques, celles qui donc sont issues du DSM-5. Donc, c'est vraiment la restriction des apports énergétiques par rapport aux besoins qui aboutissent au poids de façon, enfin, qui devient significativement trop faible. Et c'est toujours en lien avec l'âge, le sexe et le stade du développement. C'est ce qui permet aussi, finalement, de pouvoir catégoriser, notamment enfin, de pouvoir parler de problématiques alimentaires et pourquoi pas d'anorexie mentale, notamment chez les adolescentes, puisque vous savez qu'ils sont, enfin, ce sont des êtres, entre guillemets, en développement. À ça, on ajoute la peur intense de prendre du poids ou de devenir gros, quand bien même le poids est non seulement inférieur à la normale, ou alors le poids était déjà bas. Ok, on a aussi la persistance de comportements qui viennent finalement interférer avec la prise de poids. Donc les comportements, on va les voir après, mais typiquement la restriction alimentaire, l'activité physique, etc. Et on a enfin la troisième chose qui est vraiment la perception, l'altération de la perception du poids ou de la forme de son corps. Et avec une influence excessive sur l'estime de soi. Et ce qu'on peut retrouver en début de maladie, mais parfois un petit peu plus tard aussi, c'est vraiment le déni de la gravité de la maigreur actuelle. C'est pas tant, encore une fois, que les patientes, entre guillemets, le font exprès ou ne se voient pas comme elles sont, c'est qu'effectivement, elles ne se voient réellement pas comme elles sont. Pour ça, je ne développerai pas forcément, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ça. Et notamment, la dénutrition va venir majorer cette problématique de troubles corporels. Donc, on a vraiment retenu 3 critères pour l'anorexie mentale. C'est la problématique alimentaire, donc sur la façon de s'alimenter. Vous avez la restriction, l'éviction des aliments, le refus de s'alimenter, les phases boulimiques, et à certaines pratiques. Donc, vous pouvez avoir les vomissements provoqués, la prise de laxatifs. Le deuxième critère retenu, c'est vraiment l'IMC. Donc, dès qu'on est sur des IMC inférieurs à 17,5. Et sur la perception de poids de soi, pardon, comme je vous l'ai dit, le refus de se reconnaître, sa maigreur, etc. Les degrés de sévérité sont évalués en fonction du poids, l'IMC pour les adultes et le percentile d'IMC pour les enfants et les adolescents. Juste une petite aparté, il faut savoir qu'il existe des anorexies mentales prépubères, donc c'est-à-dire qui arrivent vraiment très tôt dans l'enfance, à peu près 7-8 ans. Et c'est souvent des diagnostics assez péjoratifs et surtout des gravités plus importantes que finalement quand l'anorexie arrive, entre guillemets, un peu plus tard. Dans l'anorexie mentale, bien évidemment, le premier contrôle de poids auquel on pense, c'est l'éviction alimentaire, comme je vous l'ai dit. Donc, on supprime certaines catégories d'aliments. Voilà, c'est essentiellement de la suppression de certaines catégories d'aliments au profit d'autres qui sont considérés comme ne faisant pas prendre de poids ou en tout cas très peu. Mais vous avez aussi, surtout, enfin très souvent, l'hyperactivité physique qui va être au premier plan, enfin qu'on va retrouver pardon, dans les tableaux cliniques comme stratégie de contrôle du poids. Et en fait, au bout d'un moment, ça devient un peu comme une addiction, c'est-à-dire que c'est comme si la personne n'avait plus la main sur cette hyperactivité physique. C'est d'autant plus, ça s'aggrave d'autant plus, cette hyperactivité physique, qu'il y a une dénutrition associée.
Vous avez aussi d'autres troubles comportementaux associés, la consommation excessive d'épices, les boissons brûlantes, les anomalies du comportement à table. Typiquement, hein, vous avez des adolescentes qui commencent à trier dans les assiettes, qui écartent les aliments, qui mettent en dessous, etc., etc. Ça peut être aussi comment dire, associée à des scarifications. Alors la scarification, elle a pour but de faire cesser souvent une douleur morale, hein. C'est vraiment à but, non pas là pour perdre du poids, mais vraiment à but de... enfin, c'est plutôt le signe de quelque chose qui ne va pas bien du tout, en fait. Alors, la difficulté du diagnostic dans l'anorexie mentale, bah, finalement, c'est l'attitude de banalisation de la perte de poids ou la dissimulation par des vêtements amples. C'est vrai que souvent les parents s'en rendent compte tardivement. La patiente en soi, alors je le mets au féminin, hein, je suis navrée, mais parce que c'est quand même plutôt quand même encore à majorité féminine, mais la patiente ne voit pas forcément où est le problème ou alors elle le minimise. Et c'est surtout que la perte de poids, elle est souvent, je vais mettre parfois, mais souvent valorisée par l'entourage. Parce que bah, typiquement, quand ça arrive chez les adolescentes, vous avez des adolescentes qui sont très bonnes à l'école, donc qui ont des très bons résultats scolaires, qui se remettent à faire du sport ou qui augmentent leur activité physique et en plus qui font, entre guillemets, attention à ce qu'elles mangent. Donc, franchement, c'est plutôt, voilà, on est plutôt sur des choses qui, au départ, bah, c'est plutôt très valorisé quand même par nos sociétés. Ce qui va permettre de repérer des indices, c'est la rigidité dans les conduites de restriction, la culpabilité massive à chaque fois qu'il y a un écart, l'accentuation de la restriction et l'importance accordée à la nourriture. C'est-à-dire que, vous savez, au départ, c'est toujours, oui, mais moi, j'arrête quand je veux. J'arrête quand je veux, encore 2 kilos et j'arrête, encore 2 kilos et j'arrête. Et en fait, bah, on se rend compte que, voilà, c'est pas aussi simple que ça. Les comportements rituels, finalement, toujours le même principe, ça aide surtout à essayer de réduire l'anxiété face à la nourriture. Donc c'est pour ça qu'on a une pesée minutieuse. On peut avoir une pesée minutieuse des aliments, le tri des aliments, le fractionnement des portions, le refus de participer au repas en famille, parce qu'en fait c'est juste insupportable. Et plus les patientes sont dénutries, plus ces rituels souvent s'aggravent. Alors, l'anorexie mentale, c'est un trouble rare qui se déclenche pardon, le plus souvent entre 14 et 17 ans. 20 à 50% des patients qui souffrent d'anorexie mentale ont des crises de boulimie. 27% des patients qui souffrent de boulimie ont des antécédents d'anorexie mentale. Donc, vous voyez, il y a un vrai continuum hein, finalement. 50% des cas d'anorexie mentale pris en charge à l'adolescence guéris. Donc, c'est plutôt quand même un bon pronostic, hein, même si ça reste entre guillemets 1 sur 2. L'anorexie mentale, ce n'est pas de l'anorexie réactionnelle, c'est ce que je vous ai dit, hein. Il faut bien faire la différence. Ce n'est pas tout à fait les mêmes mécanismes. Dans l'anorexie mentale, on retrouve vraiment cette notion de multidimension qui impacte les dimensions psychiques, alimentaires et corporelles. Et souvent, dans l'évolution, ça risque de s'associer à d'autres pathologies avec un risque de chronicisation. Je vous rappelle qu'on retrouve des liens entre l'anorexie mentale notamment et le diabète de type 1. Voilà, un exemple de pathologie chronique. L'anorexie mentale, ça reste quand même la troisième cause de mortalité chez les jeunes femmes en Europe, donc c'est quand même pas si négligeable que ça, bien au contraire. Pour la boulimie, donc ça va être au niveau des critères diagnostiques, la survenue récurrente des crises de boulimie, hein, c'est le premier critère, avec des comportements compensatoires inappropriés et récurrents qui visent à prévenir la prise de poids, pardon. La crise de boulimie et les comportements inappropriés surviennent tous les deux, en moyenne, au moins 2 fois par semaine pendant 3 mois. C'est ce qui permet hein, justement de catégoriser. Enfin voilà, là on est vraiment purement dans du critère diagnostique. On retrouve encore l'influence hein, sur l'estime de soi par le poids et la forme corporelle. Et le trouble ne survient pas exclusivement pendant les épisodes d'anorexie mentale. Les degrés de sévérité, voilà, bon, là c'est pareil, 1 à 3 épisodes par semaine jusqu'à 14 ou plus par semaine, ce qui est énorme. Ça veut dire que ces personnes-là, grosso modo, sachant que le comportement compensatoire le plus utilisé est les vomissements, enfin sont les vomissements, ça veut dire que finalement la personne finit par passer entre guillemets son temps à vomir, ce qui est quand même très grave et qui peut conduire d'ailleurs à des hospitalisations pour sevrage de boulimie. Et à la CMME à Sainte-Anne, ils ont une unité spécialisée.
Alors, les crises de boulimie, elles sont déclenchées par quoi? Ce qu'on appelle les aliments gâchettes. Donc, c'est vraiment l'ingestion des aliments interdits qui va susciter l'angoisse et la culpabilité. Et ça va vraiment déclencher la crise de boulimie. Donc, voilà, c'est finalement ce qu'on retrouve finalement dans toutes les crises. Donc, les aliments gâchettes, typiquement, hein, les aliments gras, salés, sucrés, ceux qui sont plutôt reconnus par ailleurs comme bons, mais associés à la peur intense de prendre du poids. Je vous ai mis un petit point sur la survenue des crises, donc souvent le soir, ça peut être lors du retour chez les parents, et cetera, l'exposition aux aliments interdits, les contrariétés, les émotions, et cetera. Après la crise, ça me semblait juste important de vous noter que les affects dépressifs, le remords, la honte, la culpabilité, voire les idées suicidaires sont souvent très présents. Il faut savoir que c'est l'une des causes, hein, d'ailleurs, de mortalité, le suicide. Malheureusement, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de souffrance psychique. La honte, énormément de honte, c'est aussi pour ça que les patients ont du mal à venir nous en parler, puisque se faire vomir, c'est quand même considéré comme un comportement assez honteux. Et la problématique, c'est que bah, il y a une crise avec une hyper-consommation d'aliments, puis un comportement, on va dire, de purge, mais aussi derrière, souvent, il y a une restriction alimentaire entre les crises voilà, qui vise à essayer de prévenir le poids, voilà, pour se punir, etc. Mais finalement, qui viennent de nouveau contribuer à ce que les crises continuent finalement. Hein, puisque à partir du moment où, certes, j'ai fait une crise, mais derrière, j'ai quasiment finalement pas gardé les calories que j'ai consommées, et que en plus, derrière, je me restreins, le corps est finalement toujours euh, sous-nourri. Et donc, ça vient entretenir finalement le processus de restriction-compulsion. Enfin, donc là, c'est restriction et hyperphagie plutôt. L'exercice physique de compensation, là encore, hein, on a toujours cette idée que l'exercice physique va nous permettre de brûler des calories, assécher le corps, etc. Et c'est surtout qu'en fait, la problématique, c'est que les crises de boulimie et ensuite tous les comportements compensatoires et les conduites de purge finissent par prendre vraiment le pas sur tout ce qui est la vie sociale, la vie professionnelle, etc. L'hyperphagie boulimique, vous allez retrouver exactement quasiment les mêmes critères que dans la boulimie, c'est la survenue récurrente de crises de boulimie, etc. À la grande différence, c'est qu'il n'y a pas de conduite compensatoire. Il n'y a pas de conduite de purge, il n'y a pas ensuite voilà, d'exercice excessif. C'est bien pour ça d'ailleurs que nos patients prennent du poids. Donc vous avez le sentiment de la perte de contrôle, exactement la même chose. Les crises de boulimie sont associées à au moins 3 caractéristiques suivantes. Donc c'est manger beaucoup plus rapidement que la normale, éprouver une sensation pénible de distension abdominale et manger des grandes quantités de nourriture en l'absence d'une sensation physique de faim. On mange souvent seul et on se sent dégoûté de soi-même, déprimé, très coupable d'avoir mangé. Là, encore une fois, vous voyez que on a une influence du comportement alimentaire sur l'estime de soi qui est extrêmement forte. Le comportement, voilà, comme je vous l'ai dit, ça ramène de la souffrance et on estime que ça doit être présent depuis au moins 6 mois. Les degrés de gravité dans l'hyperphagie boulimique, pareil, c'est un petit peu comme dans la boulimie, hein. Donc, on a légère, modérée, sévère, extrême. Ensuite, vous avez ce que je vous parlais un petit peu au début, tout ce qu'on appelle un peu les formes subcliniques des troubles des conduites alimentaires, c'est-à-dire que on peut pas, enfin, il n'y a pas vraiment de définition ou de diagnostic clinique comme dans l'anorexie mentale. Néanmoins, les personnes qui viennent vous en parler ressentent vraiment vis-à-vis de leur comportement alimentaire une grande détresse et ça a surtout un impact sur leur qualité de vie. Donc, on va chercher l'impact sur la sphère professionnelle, familiale, sociale et ou financière, hein. Je vous rappelle que les crises de boulimie coûtent très très cher, par exemple, et sur la santé physique et mentale. Donc, dans les formes un peu subcliniques, vous avez la restriction cognitive. Alors, la restriction cognitive, sachant qu'elle est quand même présente, bien sûr, dans les troubles des conduites alimentaires en mode plus, mais elle est également présente de façon peut-être moins. Enfin, disons que dans la restriction cognitive, vous avez plusieurs degrés de gravité. Hein. Donc, mais on la retrouve, elle est très présente dans, et, enfin, majorité de la population quand même.
Ensuite, l'hyperphagie prandiale, donc c'est le fait de manger en grande quantité au moment des repas. Les grignotages qui peuvent être considérés comme pathologiques quand ils interviennent de façon très importante au cours de la journée. Les compulsions alimentaires. Le NES, c'est le Night Eating Syndrome, c'est le fait de se lever la nuit pour manger. Donc voilà, donc finalement dans les cabinets, on n'a pas forcément des patients qui arrivent avec tous les critères du DSM, notamment dans l'hyperphagie boulimique, et néanmoins qui souffrent de vrais troubles des conduites alimentaires, même si on ne peut pas les diagnostiquer comme ça. Je vous ai mis aussi un petit point sur l'orthorexie, parce que l'orthorexie, donc c'est vraiment l'obsession de manger des aliments sains ou supposés comme tels par la personne. Pourquoi je vous parle de ce trouble aujourd'hui? Parce que c'est quelque chose, ce sont des patients qui finalement consultent peu, puisqu'ils ont des IMC normaux, et du fait qu'ils valorisent de façon excessive le côté manger sain, manger droit, euh, c'est quand même assez valorisé, entre guillemets, encore une fois, par notre société, hein. Les messages de santé publique sont, enfin, en tout cas, peuvent valoriser la personne qui souffre d'orthorexie. Donc, finalement, c'est des gens qui viennent assez peu consulter parce qu'ils ont l'impression que, enfin, que leur comportement alimentaire, finalement, n'est en soi pas problématique. Le problème, c'est que ça devient, les repas, ça devient entre guillemets des cérémonies diététiques. C'est-à-dire, voilà, il y a plus du tout de notion de plaisir dans l'alimentation, mais vraiment, l'alimentation doit juste nous servir à entretenir un corps en bonne santé, etc. Donc forcément, si on prend la définition de la santé au mode général, la santé mentale, elle est enfin, du coup, elle est quand même dégradée dans l'orthorexie, puisque les gens ne... Enfin, je veux dire, l'obsession alimentaire est extrêmement présente dans l'orthorexie. Je vous ai mis aussi un petit mot sur la bigorexie parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, qu'on voit beaucoup se développer maintenant. Donc, alors, ça va toucher plutôt, là, pour le coup, les hommes, puisque c'est la dépendance à l'exercice physique dans le but de développer une masse musculaire disproportionnée par rapport à la normale et qui, à long terme, peut avoir des conséquences néfastes sur, finalement, sur le fonctionnement du corps. Je vous ai mis des signes de repérage, la croyance obsessive que le corps doit être plus mince et plus musclé, donc le nombre d'heures significatif est alloué chaque semaine à l'entraînement musculaire, etc. L'attention incontrôlable portée à la routine d'exercice, qui a pour effet de mettre de côté les activités sociales ou associées au travail. Les situations qui impliquent l'exposition du corps sont de préférence évitées, hein, ça crée du malaise. Les performances dans la sphère du travail et la vie sociale peuvent être affectées. Et forcément, malgré les effets néfastes de cette routine d'entraînement, ça ne décourage pas l'individu qui continue à poursuivre cette pratique. Donc ça, on en retrouve quand même beaucoup. Et encore une fois, c'est la tendance chez pas mal d'influenceurs qui mettent beaucoup ça en avant, mais ça reste, malgré, encore une fois, ce qui doit nous alerter, c'est la rigidité des comportements. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de place à la moindre flexibilité, au moindre écart, ou le moindre écart doit être compensé, enfin, vous voyez, tout ce fonctionnement mental, quand le fonctionnement mental prend le pas sur le bon fonctionnement, on va dire, physique, psychique, c'est questionnant. Et c'est là où ça doit commencer à nous alerter. Alors, des troubles, on va retrouver des troubles fréquemment associés. Je vous le cite aussi parce que finalement, si on sort le trouble des conduites alimentaires, quelle que soit sa forme, de tous ces troubles qui sont associés, euh, on ne va pas prendre la problématique dans sa globalité. Donc, vous avez les patients qui souffrent de dysmorphie ou de dysmorphophobie. Donc, c'est très présent dans tous les troubles des conduites alimentaires, puisque c'est la préoccupation qui concerne un défaut imaginaire de l'apparence physique. La préoccupation, elle devient démesurée et elle est à l'origine d'une souffrance cliniquement significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants. Dans l'anorexie mentale, vous avez des jeunes filles qui passent leur temps à comparer, par exemple, la taille de leurs cuisses, de leurs bras, voilà, et elles trouvent toujours que de leur ventre, à chaque fois qu'elles mangent, elles ont l'impression que le ventre prend une place démesurée. En revanche, dans l'obésité,
Le problème, c'est que vous avez des patients qui ne se voient pas finalement réellement tels qu'ils sont. Parfois, ils se voient plus gros que ce qu'ils sont réellement, ou à l'inverse, ils se voient moins gros. Et en fait, si vous voulez, le problème, bah, c'est que s'il n'y a pas de corps, eh ben, c'est difficile de relier finalement l'individu dans sa globalité. C'est pareil, donc c'est ce qu'on appelle finalement le schéma corporel, le trouble de l'image de soi. Le problème, c'est que si euh, il n'y a pas vraiment, il n'y a plus de schéma corporel ou alors il est trop éloigné, entre guillemets, de la réalité, en lien avec la dysmorphie, par exemple, eh bien, le problème, c'est que les perceptions sensorielles et les perceptions corporelles ne sont plus perçues, enfin, délibérément, ou alors carrément, les gens ne savent plus, finalement, ne connaissent plus très bien les limites de leur corps, ne sont plus du tout connectés avec ce qui se passe. Donc, la douleur n'est plus perçue de la même façon. euh, Enfin, les sensations alimentaires ne sont plus perçues de la même façon, etc., etc. Alors, comment et pourquoi se développe un TCA? Je vous le fais assez rapidement. Vous avez plusieurs facteurs de risque. Donc, vous avez des facteurs qui sont environnementaux, pardon, familiaux, socioculturels. Dans cette grande catégorie, vous allez retrouver évidemment tout ce qui est en lien avec les traumas, les traumatismes de l'enfance, mais pas que. Ça peut être aussi les violences intrafamiliales, voilà, de l'enfance. Bien sûr, l'insatisfaction corporelle, pardon, avec la pensée qu'il faille changer son alimentation pour que le corps soit modulable. Tout ce qui va être le stress, les régimes, la pression familiale, notamment autour du poids, l'influence des médias. Pourquoi ça se développe majorité à l'adolescence ou au jeune adulte? Bah, tout simplement parce qu'on arrive sur une période où finalement la personne est en transition, en construction. Donc on a une vraie transformation du corps qui est parfois extrêmement difficile. Bah, voilà, avec des fragilités. En fait, avec des fragilités, ça vient rencontrer des fragilités personnelles et notamment des fragilités au niveau de l'estime de soi. Et puis, il y a, bah, voilà, on ne va pas nier hein, l'influence des réseaux sociaux. En ce moment, vous entendez beaucoup parler de comment dire, la résurgence des phénomènes entre ce que nous, à l'époque, on appelait les pro-ana, ce qu'on appelle maintenant skinny, la mode je crois que c'est skinny talk, enfin, je ne sais plus. Mais voilà, c'est extrêmement préoccupant. Et les facteurs de développement de maintien, c'est toujours l'impression que l'on va pouvoir, par le contrôle finalement de son alimentation, on contrôle son corps, on contrôle son esprit. Et puis bah, petit à petit, notamment dans l'anorexie mentale, les phénomènes de dénutrition vont avoir aussi un impact sur les sensations que l'on ressent. Voilà. Dans les facteurs environnementaux, bien sûr, l'environnement joue un rôle important. Alors, l'éducation alimentaire transmise par les parents ou les personnes qui sont responsables de l'enfant influence son rapport à l'alimentation. Quand les parents expliquent que certains aliments sont mauvais ou d'autres sont bons à manger, mange pas trop de bonbons, c'est pas bon pour la santé, ne mange pas trop de chocolat, tu vas grossir. Enfin, tous ces discours que l'on peut entendre, ben, finalement, votre enfant le reçoit, l'entend et va finir par intégrer cette catégorisation des aliments en bons et mauvais. Bien sûr, les parents ne sont pas responsables de l'apparition du trouble des conduites alimentaires chez leur enfant, puisque c'est la conjugaison de plusieurs facteurs qui va entraîner et maintenir le développement d'un TCA. Mais en même temps, l'enfant grandit dans une famille et intègre des comportements, notamment ceux de ses parents, comme un modèle à suivre. Donc, quand dans les schémas familiaux, vous retrouvez, et c'est important de questionner nos patients sur comment, enfin, l'image du corps au sein de la famille, c'est hyper important parce que même si on ne leur a pas forcément fait de réflexion sur leur corps directement, quand vous avez un des deux parents qui est toujours au régime, qui fait attention, qui a des discours finalement assez grossophobes, forcément l'enfant l'intègre. Si le parent qui a eu lui-même a souffert de troubles des conduites alimentaires le sait, est attentif à ce qu'il transmet à son enfant, il peut apprendre à ne pas reproduire son rapport à l'alimentation. C'est ce qu'on appelle finalement la prévention. La transmission de l'image corporelle des parents aux enfants peut aussi influencer l'alimentation, hein. Le discours, c'est ce que je vous disais, le comportement des parents ou des adultes sur le corps et sur celui d'autrui peut influencer l'image corporelle que va développer l'enfant en grandissant. Finalement, vous savez, c'est beaucoup de réflexions que l'on fait sans même y réfléchir,
mais qui catégorise l'enfant euh, par des remarques et qui finissent finalement par, entre guillemets, un peu l'enfermer dans une image qui n'est pas forcément l'image réelle. Ou alors quand on fixe, oh bah lui il a toujours eu un petit ventre, oh bah t'as des bonnes joues, oh bah tu manges bien à la cantine. Enfin, toutes ces réflexions hein, que vous pouvez entendre voilà, de tout le monde, que ce soit les parents proches, mais ça peut être aussi les grands-parents, les oncles, les tantes, etc. Ben, finalement, l'enfant, voilà, on fait focaliser l'enfant qui au départ n'a absolument pas de problématique corporelle du tout. Mais en grandissant, l'enfant va finir par se focaliser aussi sur toute ou une partie de son corps parce qu'on lui aura fait la réflexion que c'est un peu trop ceci, un peu trop cela. On sait que les personnes qui ont un TCA ont souvent une image négative de leur corps et finalement, ça peut venir de différents éléments, l'intégration de l'idéal de beauté culturelle, hein. Encore une fois, on est beaucoup dans un idéal de minceur dans nos sociétés, donc c'est pas sans impact. Euh, L'estime de soi négative qui se répercute bien sûr sur l'apparence. Les traits de tempérament, je vous le fais très rapidement parce que voilà, il faudrait avoir un petit peu plus de temps, mais comme je vous disais, l'apparition d'un trouble des conduites alimentaires, ça n'arrive pas chez n'importe qui. Encore une fois, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. Donc, il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs euh, personnels, etc. Et notamment des traits, entre guillemets, de tempérament. Donc, vous allez retrouver le perfectionnisme et l'hyper-intellectualisation. Ça, c'est... Alors, le perfectionnisme, ça se retrouve dans tous les troubles des conduites alimentaires. Ça prend différentes formes, mais c'est vraiment quelque chose que l'on va retrouver hein, chez nos patients. La faible estime de soi aussi, la manifestation anxieuse et ou dépressive, le fonctionnement obsessionnel, et ça c'est très vrai notamment dans l'anorexie mentale, et c'est bien pour ça qu'on a parfois l'inflexibilité cognitive et le fonctionnement obsessionnel dans l'anorexie mentale, va faire qu'on a du mal parfois à les faire sortir, entre guillemets, du trouble. La rigidité, hein, comme je vous ai dit, c'est vraiment un des symptômes assez forts dans les troubles des conduites alimentaires. Les cognitions sociales qui sont diminuées et ce qu'on appelle le défaut de cohérence centrale, surtout dans l'anorexie mentale, c'est-à-dire la difficulté au bout d'un moment d'arriver à planifier différentes tâches. Des petits questionnaires pour vous aider à dépister les TCA. Vous avez le HIT 26, alors qui marche assez bien dans l'anorexie mentale et la boulimie. Le questionnaire SCOFF, alors c'est un petit questionnaire de dépistage, 5 questions hyper facile, c'est vraiment recommandé par la HAS. Et en fait, si vous voulez, quand vous avez 2 réponses positives sur les 5, ça donne quand même une bonne indication que Alors, on ne peut pas forcément diagnostiquer à partir du SCOFF, bien évidemment, le trouble dont souffre la personne. Néanmoins, ça donne une bonne orientation sur la personne souffre, enfin, a très probablement une problématique alimentaire. Et vous avez la même chose dans le diabète, ça s'appelle pardon, le mSCOFF, où ils ont rajouté 2 questions en lien avec le traitement par insuline. Et ensuite, quand vous recevez ces patients dans vos cabinets ou à l'hôpital, etc., et ben, ce qui va nous permettre quand même d'aller regarder ce qui se passe, c'est l'historique du trouble, des poids, enfin du poids, pardon, la stratégie de contrôle, l'enquête alimentaire, le rythme, la structure des repas, quantité, etc. La qualité des repas, est-ce qu'il y a une grosse utilisation de produits light? Est-ce que les matières grasses sont présentes? Pas du tout. Est-ce qu'il y a une monotonie des aliments évités, des aliments qui déclenchent des crises, etc. S'il y a des crises, quelle est la fréquence? Est-ce qu'il y a d'autres troubles associés, donc la potomanie, le fait de boire de façon extrêmement excessive, etc. Ça permet aussi de voir les attentes et les motivations du patient. Donc le scope, je vous l'ai remis. Voilà, les 5 questions. Est-ce que vous êtes déjà fait vomir parce que vous ne sentiez pas bien l'estomac plein? Est-ce que vous craignez d'avoir perdu le contrôle des quantités que vous mangez? Est-ce que vous avez récemment perdu du poids? Est-ce que vous pensez que vous êtes trop gros alors que les autres vous considèrent comme trop mince? Et est-ce que vous diriez que la nourriture est quelque chose qui occupe une place dominante dans votre vie? Et voilà, moi j'en ai fini pour cette présentation et je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup, Cécile, pour cette présentation bien riche. J'ai Je été pense qu'on pourrait parler pendant des heures Ouais, des troubles d'ailleurs, des j'ai grave conduites débordé, il alimentaires. fallait Ouais, ouais. m'arrêter. Non, Je non, mais suis c'était très bien. désolée. Je pense que personne t'a arrêté parce que c'était nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions pour Cécile?
tout le monde est parti. Ouais, non, je te jure, il y a encore 27 personnes de Je connectées. rigole. Il y a Nathalie Esch qui lève la main, donc je pense qu'elle veut intervenir. Allez-y. Oui, bonjour. D'abord, merci pour la présentation. J'ai une petite question par rapport au diagnostic. S'il y a une patiente qui arrive au cabinet, donc je suis diététicienne, j'ai une patiente Oui. qui arrive au cabinet où elle coche absolument tous les critères pour l'anorexie mentale. Ses deux parents sont médecins généralistes. Est-ce qu'il faut quand même qu'elle aille voir un autre médecin généraliste pour poser le diagnostic ou est-ce qu'il suffit que je l'oriente vers les différents professionnels de santé pour avoir une prise en charge pluridisciplinaire? Alors, je vous répondrai que, entre guillemets, bien évidemment que ce ne sont pas ses parents qui vont Oui, faire la prise en charge médicale de leur fille. Au contraire, hein, c'est un peu le risque. Donc, oui, pour la pluridisciplinarité. Le médecin généraliste, s'il est formé, il peut poser le diagnostic. Après, vous avez pas, enfin, vous avez déjà tous les critères en main. Donc, effectivement, même si vous n'êtes pas, on n'est pas médecin pour poser de façon précise un diagnostic, on est aussi capable de pouvoir dire que cette patiente, elle souffre d'anorexie mentale pour telle et telle chose. La prise en charge pluridisciplinaire, oui, hyper importante. Diététicienne seule, on ne fait pas grand-chose. Il faut au moins, moi je trouve, un psychologue euh, ou un psychiatre qui soit formé dans les troubles du comportement alimentaire. Et en cas d'anorexie mentale, toujours mettre son médecin à elle, son médecin référent dans la boucle, parce que les parents doivent rester à leur rôle, entre guillemets, dans leur place de parents et non pas de soignants de leur fille. C'est assez important. Donc, au moins un psychologue, un psychologue psychiatre. Si on a un médecin nutritionniste, c'est encore mieux, mais sinon le médecin généraliste. Mais il faut vraiment, en plus, qu'il y ait euh, une bonne discussion. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment que le lien entre les thérapeutes soit assez fort et qu'on discute bien entre nous parce que cette cohérence, elle est recherchée vraiment par les patientes. C'est-à-dire qu'elles vont vraiment aller tester le cadre oui. d'une Et du certaine coup, façon. désolée, je rebondis sur ce que vous avez dit. D'un point de vue diététique, au début, est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire ou est-ce que c'est vraiment un côté psychologique qui doit être abordé en premier? Non, nous, on va vraiment pouvoir aller travailler avec elle sur, justement sur, alors c'est difficile de répondre comme ça parce que, il faut voir déjà est-ce que le poids est stable? Hein, parce que si elle continue, l'objectif premier, ce qui est difficile en ambulatoire, c'est-à-dire en libéral, ça va être vraiment déjà la stabilisation du poids, c'est-à-dire d'éviter que la patiente se dénutrisse de plus en plus. Donc là, on va pouvoir être amené quand même à travailler avec elle sur qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour au moins essayer de stabiliser le poids. Là où on va vite se retrouver, entre guillemets, parfois confronté à des difficultés, c'est parce que plus, ça dépend du stade où elle en est dans l'anorexie mentale. Mais parfois, la patiente peut avoir enfin, cette problématique souvent qu'on retrouve, qu'on appelle nous l'inflexibilité cognitive, et qui va faire qu'elle va avoir du mal à notamment à ajouter des choses dans sa répartition, et donc qui va peut-être majorer la dénutrition. Et c'est en ça que le psychologue va être aidant pour travailler sur l'anxiété de la peur de la reprise de poids, parce qu'en fait, ce qui les terrorise, c'est la reprise de poids, hein. Voilà, qui va vraiment et si vous arrivez même à mettre quelqu'un qui travaille sur le corporel, alors peut-être pas en première intention, mais une psychomotricienne et cetera, parce qu'à un moment donné, il va aussi falloir repasser par le corps pour pouvoir, que la patiente se réapproprie un petit peu, bah, voilà, ces sensations corporelles autrement que par l'hyperactivité physique, que par la faim et cetera et cetera. Mais oui, oui, le lien est hyper important. Et nous, notre rôle, c'est quand même d'évaluer est-ce qu'il y a une dénutrition, pas de dénutrition, surtout quand c'est à l'adolescence. Et comment on travaille avec eux. Merci beaucoup. Merci. Il y a Ludovic aussi qui lève la main. Oui, bonsoir Cécile, merci Bonsoir beaucoup pour cette Ludovic. présentation très intéressante. Moi, ma question était de savoir comment annoncer en fait un TCA sous-jacent en fait à une patiente qui le nie. On Alors, reçoit la patiente, on détecte, on va penser qu'il y a un TCA voilà, qui s'installe.
mais la patiente va le nier. Par exemple, moi j'ai on va dire une judokate qui Oui. va prétexter le fait d'être dans sa catégorie de poids très inférieure, qui va avoir des crises de boulimie avérées. Et Mm. voilà, elle a prétexte que c'est le fait de devoir aller dans sa catégorie de poids. Oui, alors là, en fait, la difficulté, c'est, encore une fois, c'est alors, moi, je sais pas, j'ai pas forcément d'avis sur le fait de poser, de dire clairement les choses, de dire que la personne souffre d'un trouble des conduites alimentaires. Pourquoi pas? En fait, ça dépend toujours de la relation qu'on a avec les patients. Néanmoins, quand il y a comme ça une forme de, j'appelle ça du déni, mais c'est pas vraiment du déni. Là, pour le coup, on peut vraiment se raccrocher aux techniques de l'entretien motivationnel, puisque c'est vraiment ça. C'est en fait de commencer à questionner la patiente sur ce qui peut la mettre, elle, en difficulté dans son comportement alimentaire. Et si elle ne voit pas vraiment où est le problème de son comportement alimentaire, puisqu'elle va le justifier effectivement par la performance physique, hein, il y a beaucoup, beaucoup effectivement de TCA chez les sportifs de haut niveau et même chez les sportifs amateurs. En Mm. fait, c'est quel impact, quel retentissement ça a son comportement alimentaire peut-être sur ses performances, quel retentissement ça a son comportement alimentaire sur sa fatigue, quel retentissement ça a son comportement alimentaire sur... Voilà, donc en fait, c'est de la questionner un petit peu sur, sur le retentissement que ça peut avoir dans différentes sphères de sa vie, notamment peut-être de sa vie privée aussi, hein. Est-ce que les autres s'inquiètent? Pourquoi finalement les autres s'inquiètent? Pourquoi est-ce qu'elle vient te voir? Tu vois, enfin, voilà, c'est quand même de la questionner et surtout de garder cette alliance thérapeutique avec elle pour que le lien ne se casse pas. Mais en même temps, on va pas pouvoir aller aider une patiente, entre guillemets, qui, pour le moment, je schématise un peu, hein, mais n'a pas forcément envie d'être aidée. Il va falloir peut-être Oui. qu'elle chemine. Peut-être que là, pour le moment, c'est trop violent pour elle. C'est trop violent, donc en fait, il faut qu'elle chemine. Là aussi, on peut peut-être s'appuyer avec le psychologue, avec voilà, les préparateurs mentaux, etc. Et peut-être à un moment donné, si on voit en revanche que au niveau de la santé, si par exemple il y a des conduites compensatoires importantes, je pense à comment dire, le fait de se déshydrater, le fait de vomir. Si vraiment il y a des conduites enfin, des conduites de purge importantes, Utilisation de quasi que laxatifs. Mm. ouais, ben ça, en revanche, on peut mettre l'entraîneur dans la boucle pour qu'à un moment donné, il dise là, c'est plus possible. Si ça ne s'arrête pas, tu ne combats pas. On peut aussi Oui. être un peu, et notamment parce que c'est extrêmement, enfin, potentiellement, ça peut être extrêmement grave, hein. Enfin, je veux Ouais, dire, les ouais. vomissements tous les jours, on peut finir, enfin, surtout quand il y a une pratique sportive très importante, ça peut, enfin, on peut faire un arrêt cardiaque, hein. Donc, parfois, il faut peut-être aussi que l'entraîneur puisse aussi mettre finalement, parce que c'est lui qui est un peu, qui fait, enfin voilà, qui a quand même un ascendant assez fort souvent sur les sportifs, et mettre l'entraîneur et se mettre d'accord avec l'entraîneur. Mais encore une fois, il faut que ça soit concerté entre tous les professionnels de santé qui entourent la judocate et pas que ça soit vécu comme une sanction, mais plutôt comme là, tu as besoin, en fait, là, tu as besoin de temps pour te soigner. Et on Mm. sera là après, mais là, à un moment donné, voilà. Et, moi, j'avais eu la discussion avec quelqu'un d'autre au moment des JO. Eh ben, Mm. c'était, si tu veux pouvoir concourir aux JO, là, à un moment donné, il va falloir changer le comportement. C'était relou, hein. Oui, tout Et à puis, fait. c'est surtout il faut travailler pour la suite, parce que judocate, c'est qu'une période dans la vie. Mm, mm. Et c'est surtout Oui. que souvent, ils gardent leurs troubles des conduites alimentaires une fois que le sport s'est arrêté et ils sont en grande détresse parce qu'ils n'ont plus le sport, Il y avait etc., etc. Donc, voilà, D'accord. Je vois, c'est bien. Merci beaucoup. de rien. Alors, quelle formation on recommande pour approfondir ses connaissances, compétences en TCA, DU ou autre? Eh bien, tout dépend quel type de, comment dire, pardon, de troubles des conduites alimentaires vous souhaitez approfondir. Encore une fois, moi, j'ai fait le gros. Je trouve que, alors, c'est pas, je vais pas prêcher pour ma paroisse, mais pour avoir fait d'autres formations, je trouve quand même que la formation du gros sur l'obésité reste, pour moi en tout cas, une des formations de référence. Vous avez des formations par ENDAT TCA sur l'accompagnement enfin, voilà, des troubles des conduites alimentaires. Et ensuite, vous avez certains DU, soit typiquement, enfin, plus spécifiquement, pardon, sur l'anorexie, la boulimie. Vous avez le DU de Sainte-Anne qui est très bien, vous avez celui de Montpellier qui est très bien, donc il y a quelques DU qui existent.
et même par la Fédération française d'anorexie-boulimie. Maintenant, il y a des DU vraiment spécifiques de l'anorexie de l'adolescent. Donc ça peut être hyper intéressant quand on est confronté à des publics vraiment ados. Et ensuite, en DU sur l'obésité, vous avez le DU psychologie du comportement alimentaire, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est fait à Dijon. Voilà, donc pareil, qui a une approche un petit peu globale sur la prise en charge de l'obésité. Voilà.